Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Café sans filtre, un rendez-vous qui s'intéresse tout particulièrement à l'histoire du café, à la géographie des lieux de production, de consommation, aux producteurs, aux terroirs, aux variétés de café, et enfin à l'actualité du café, à ses techniques et à ses enjeux actuels. Aujourd'hui, dans la rubrique « Il était une fois le café », nous partons dans l'Angleterre du XVIIe siècle, à l'époque où le café fait son apparition dans les coffee houses. Puis, dans la rubrique sur la route des cafés, nous découvrons la Finca Deborah, une ferme caféicole à Boquete, au Panama. Enfin, dans la rubrique « Le café dans tous ses états », nous terminons notre cycle sur la décaféination de qualité avec la méthode à l'acétate d'éthyle. Il était une fois le café. Au milieu du XVIIe siècle, la Compagnie britannique des Indes orientales tente de rattraper son retard sur les Provinces-Unies et sur Venise quant au commerce du café. Cette volonté est soutenue par l'Acte de navigation, une loi votée par le Parlement anglais en 1651 à l'époque du gouvernement puritain d'Olivier Cromwell, qui réserve aux navires anglais le commerce extérieur de l'Angleterre et donc particulièrement les denrées coloniales, parmi lesquelles le café et le thé. Cette mesure contribue donc à l'essor important de la flotte marchande et de la puissance navale britannique. Et ce n'est pas un hasard si les coffee houses se sont développés durant la République parlementaire puritaine de Cromwell. La culture puritaine de la sobriété voit d'un bon œil l'introduction de ce nouveau breuvage sans alcool. Dans ce contexte favorable, l'Angleterre devient la première nation européenne à s'ouvrir largement à la culture des coffee houses, c'est-à-dire des maisons de café. Et c'est Pasqua Rossi, un Arménien originaire de la ville de Smyrne ou de Raguse et un ancien domestique d'un commerçant britannique, Daniel Edwards, qui a ouvert le premier coffee house à Londres et donc en Europe entre 1652 et 1654. Il ouvre une maison de café dans la paroisse Saint-Michael, en plein quartier de Cornhill, c'est-à-dire dans la City de Londres, où se trouvent la plupart des institutions financières et commerciales de la ville. Les marchands, étant à proximité de la bourse royale, viennent siroter un café turc chaud et amer, tout en poursuivant leurs discussions et leurs négociations. Les vertus stimulantes du café favorisent les longues journées de travail et la lucidité, faisant ainsi le bonheur des écrivains et des marchands. L'établissement rencontre un succès immédiat dans cette Angleterre puritaine. Mais très vite, les taverniers et vendeurs de bière se plaignent que Pasqua Rossi leur fait une concurrence déloyale. Ils dénoncent le fait qu'il n'est pas citoyen anglais pour l'obliger à fermer son commerce. C'est alors que Rossi trouve un associé anglais, Christopher Bowman, un membre de la Compagnie des grossistes de Londres. Leur boutique change d'adresse, mais reste dans le même quartier. Leur coffee house s'appelle Turk's Head, la tête de Turc, dont l'emblème est la silhouette de Rossi. Finalement, à partir de 1658, Rossi cède ses parts à son associé. Bowman meurt en 1662, sa veuve reprend le coffee house, mais ce dernier sera détruit quelques années plus tard dans l'incendie de Londres en 1666. Très vite, les coffee houses supplantent les tavernes comme lieu pour négocier et faire des affaires. C'est là que commence l'histoire de la multiplication des coffee houses. En 1663, 82 coffee houses sont déjà enregistrés dans la ville de Londres. Mais ça, Jean-Louis, c'est déjà une autre histoire que nous poursuivrons dans l'épisode 16 de Café sans filtre. Et il est temps maintenant de nous rendre au Panama pour découvrir une exploitation de café très intéressante, la Finca Deborah. Sur la route des cafés. La Finca Deborah, autrement dit la ferme caféicole Deborah à Boquete, est située au nord-ouest du Panama, dans la province de Chiriquí. Ici, c'est un microclimat froid et humide, à proximité de deux océans, l'Atlantique et le Pacifique. Depuis le début des années 2010, Jamison Savage, américain originaire de New York, a mis en avant la variété d'Arabica Geisha aux notes aromatiques très complexes. La Finca Deborah cultive cette variété en grande partie sous couvert forestier, car l'Arabica craint l'exposition directe au soleil. Le café de la Finca Deborah est très recherché et très apprécié dans le monde du café de spécialité. Et Jamison Savage a installé ses plantations de café à environ 1 heure de route de la ferme sur les pentes assez raides du volcan Barou. Le choix de cultiver une telle variété d'Arabica à 2000 mètres d'altitude est un pari risqué à cause du froid. La croissance des caféiers est plus lente.
Normalement, un caféier planté à une altitude moins élevée donne sa première récolte au bout de 3 ans, alors que pour les caféiers de la Finca Deborah, il faut attendre 7 ans. Pour fortifier ces jeunes plantes de café, on les laisse en pépinière pendant 1 an afin qu'ils développent un système racinaire résistant. La récolte s'effectue en février. On cueille les cerises rouges à la main. Bien entendu, les cerises ne mûrissent pas en même temps. Il sera nécessaire de repasser 4, 8, voire 10 fois pour cueillir toutes les cerises parfaitement mûres, de couleur rouge rubis, avec une belle chair gorgée de jus, aux notes aromatiques de poire, d'abricot, de jasmin, de pêche, et très prometteuse en sucrosité et en acidité. Une fois les cerises récoltées, on va les acheminer vers différents lieux de la ferme en fonction du traitement après récolte et de fermentation choisi. Imaginons celles qui sont destinées à une fermentation anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. Elles sont très vite placées dans des cuves de fermentation. Tout est dosé, mesuré, contrôlé avec soin et très régulièrement. Avec cette méthode de fermentation, la Finca Deborah a remporté de nombreux prix internationaux dans des concours de café de spécialité à partir de 2016 et poursuit encore aujourd'hui inlassablement ses expérimentations qualitatives. Et après fermentation, le séchage commence d'abord sous le soleil pendant 7 jours pour tuer toutes les bactéries. Puis, les cerises de café sont placées dans d'immenses serres de ventilation, c'est ce qu'on appelle le séchage long. Le séchage des cafés fermentés en anaérobie est plus long car les sucres ont presque tous été consommés par les micro-organismes durant la fermentation. La Finca Deborah utilise aussi d'autres méthodes de fermentation pour ses cafés, au CO2, à l'azote, en voie sèche, lavée, d'autres encore. Mais ce qui est sûr, c'est que le café fermenté en anaérobie donne des résultats très différents comparé à un café naturel, séché traditionnellement, mais cela nécessite beaucoup de moyens, beaucoup d'attention et de soins, et donc beaucoup de main-d'œuvre car les cerises doivent être remuées toutes les heures, jour et nuit. Arrive ensuite la phase du dépulpage à l'aide de grilles ajourées à travers lesquelles les cerises passent et perdent leur pulpe séchée pour ne laisser que le café vert. Pas d'utilisation d'eau ou de chaleur dans cette étape. Ce dépulpage est rapide, efficace et ne casse pas les grains de café vert. Puis arrive le cupping à la ferme qui constitue une étape cruciale mais qui ne se réduit pas à une simple dégustation. C'est là que l'on détecte la personnalité des cafés et que se révèle tout leur potentiel olfactif et gustatif, que ce soit des cafés naturels, lavés, en macération carbonique, en anaérobie ou d'autres encore. On analyse les arômes et les saveurs des différents échantillons de café. Puis, on expédie ces cafés d'exception dans le monde entier vers des torréfacteurs et des professionnels du café de spécialité qui vont le sublimer pour notre plus grand bonheur. Absolument. En résumé, la Finca Deborah met tout en œuvre pour nous révéler le potentiel et l'élégance des cafés de son terroir. C'est avant tout la rareté de la variété geisha, les conditions environnementales particulières, les soins exigeants et persévérants, le respect de la terre et du vivant qui en font des cafés d'exception. Ce n'est pas seulement une question de fermentation ou de technique. Mais alors Jean-Louis, une question me vient. Est-ce que vous pensez qu'une partie de la production de la Finca Deborah est décaféinée ? Le café dans tous ses états. Eh bien Clément, je pense que oui, mais cela concernera plutôt les cafés qui n'ont pas été fermentés en anaérobie. Alors aujourd'hui, nous retournons à Brême, dans le nord de l'Allemagne, pour découvrir la plus grande usine de décaféination du monde, ouverte 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Cet immense complexe appartient à la société Coffin Company, qui a été créée en 1931, et chaque année, on décaféine plus de 120 000 tonnes de café, soit environ 330 tonnes de café par jour, c'est juste énorme. Énorme. Dans ce complexe industriel, on utilise 3 méthodes de décaféination. La décaféination au chlorure de méthylène avec des solvants chimiques que les transnationales du café industriel utilisent beaucoup. Le Hanseatic Water, proche du Swiss Water Process que nous avions vu dans un épisode précédent. Et la décaféination à l'acétate d'éthyle dont nous allons faire connaissance aujourd'hui. L'acétate d'éthyle est un solvant naturel que l'on trouve dans la canne à sucre, dans les pommes et dans les poires. C'est tout simplement un éther d'éthanol, c'est-à-dire un alcool, et de l'acide acétique composant du vinaigre. Et avant que le processus de décaféination ne commence, on retire d'abord la pellicule argentée du café vert. Puis, le café est mis en contact avec de la vapeur pour aider les grains à s'ouvrir afin de faciliter le processus de décaféination. Le café est ensuite acheminé dans un bâtiment où se trouvent 12 immenses réservoirs de 6 mètres de haut, chaque réservoir pouvant contenir environ 4 tonnes de café, ce qui fait 48 tonnes de café à décaféiner en même temps, soit l'équivalent de 800 sacs en toile de jute de 60 kg. Chaque réservoir rempli de café est fermé hermétiquement
et l'on ajoute directement l'acétate d'éthyle, suivi 8 heures de décaféination à 70 degrés Celsius, et pendant ces 8 heures, l'acétate d'éthyle va être changé entre 6 à 8 fois jusqu'à obtenir le taux de caféine résiduel requis. L'acétate d'éthyle est un solvant très sélectif qui enlève la caféine tout en respectant bien les autres composants du café. Tout ce processus est suivi depuis des salles de contrôle équipées des dernières technologies pour mesurer, calculer et surveiller chacune des étapes de cette décaféination. Avant de quitter les réservoirs, tous les solvants résiduels sont retirés du café grâce à une méthode appelée extraction à la vapeur. Dans un premier temps, on va porter la température à 100 degrés pendant 1h30, puis à 105 degrés pendant 1 heure. Le café est ensuite retiré des réservoirs pour être séché pendant 2 heures dans un énorme séchoir afin de faire tomber le taux d'humidité du café à 10-12%. Après cette étape, le café passe par une machine pour être enduit de cire de carnaoba, une sorte de palmier qui pousse au Brésil. On parle alors de polissage du café. Puis chaque jour, une centaine d'échantillons est prélevé pour le contrôle sanitaire et qualité. Dernière étape, l'emballage, soit en sac de toile de jute de 60 kg, soit en sac d'1 tonne, soit dans un conteneur, puis l'expédition et la livraison. Ainsi prend fin notre série d'études sur la décaféination. Clément, quelle est votre méthode de décaféination préférée? Swiss Water Process, CO2 liquide ou acétate d'éthyle? Je ne suis pas si connaisseur des 3 méthodes que nous avons décrites dans Café sans filtre, mais j'aimerais beaucoup que vous organisiez une séance de cupping pour que je puisse les découvrir et apporter un jugement objectif sur ces méthodes. Mais je sais en tout cas que vous, Jean-Louis, vous préférez la méthode à la canne à sucre, c'est-à-dire l'acétate d'éthyle. Et par ailleurs, dans l'épisode 12, vous aviez évoqué un événement autour du café décaféiné, alors qu'en est-il exactement ? Effectivement, Clément, j'ai participé au plus grand cupping mondial de café décaféiné qui s'appelait, j'en avais parlé il y a quelques épisodes, The Decaf Project, organisé par Square Mile, une entreprise londonienne de torréfaction de café de spécialité. Il s'agissait de goûter un arabica lavé, dont le nom est la Virgen, la Vierge, issu de la région de Huila en Colombie, de 4 manières différentes, non décaféiné, décaféiné au CO2 liquide, décaféiné au Swiss Water Process et décaféiné à l'acétate d'éthyle, c'est-à-dire à la canne à sucre. C'était la plus grande séance de cupping de déca du monde, puisque des dégustateurs du monde entier y ont participé en même temps. C'est une expérience vraiment très intéressante et très instructive que je n'oublierai pas et qui m'a permis d'ailleurs de vous proposer cette série en 4 volets sur la décaféination de qualité. Il est temps de conclure, le générique de fin se rapproche. Je tiens à remercier Clément Jacot qui a animé cette émission avec moi et Valérie Lantoine qui était à la réalisation. En attendant de vous retrouver bientôt, découvrez des coffee shops de spécialité tout en prenant bien soin de vous et de votre prochain.